Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo concernant les démocraties fragilisées et les régimes totalitaires. Alors, la petite vidéo que vous avez vue en introduction concerne les années folles. Alors, les années folles, c'est une période qui va de 1919 à 1929, donc une période d'après-guerre, une période de joie, d'allégresse, de nouveautés, de danse, comme vous avez pu le voir. Et c'est une période un petit peu où on s'extirpe de la guerre, des risques. Et la période que nous allons voir dans les années 30 va être un petit peu différente, voire beaucoup moins drôle, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Mais avant cela, je vous un petit conseil. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur la Première Guerre mondiale, je vous conseille de cliquer juste en dessous, ici, et vous pourrez la voir et ça vous permettra de beaucoup mieux comprendre celle-ci. Maintenant, qu'est-ce que nous allons voir dans cette vidéo? Alors, on va voir trois choses, trois lieux géographiques. Nous allons voir tout d'abord la France, avec la mise en place du Front populaire. Puis ensuite, nous allons voir le régime stalinien en Russie, ou plutôt URSS, nous verrons cela. Et enfin, nous allons voir le régime nazi et comment il arrive au pouvoir et ce qu'il met en place ensuite. Vous êtes prêts? C'est parti! Si vous vous rappelez bien, à la fin de la Première Guerre mondiale, les États européens sont affaiblis et encore plus l'Allemagne avec les réparations qu'elle doit aux différents vainqueurs. Mais le but quand même pour tous ces pays, c'est de ne pas connaître une nouvelle guerre mondiale. D'ailleurs, à cette époque, les personnes disent que la Première Guerre mondiale est la der des der, la dernière des dernières guerres. Alors évidemment, je ne vous souhaite pas en vous disant qu'il y en aura une seconde. Mais eux, ils espèrent vraiment, il y a un esprit pacifique, et donc ils espèrent vraiment ne pas revivre le traumatisme, que ce soit pour les civils ou les soldats, parce que vous savez que les deux ont été touchés. Alors, qu'est-ce qu'on met en place aussi? On met en place la SDN, la Société des Nations. La Société des Nations, son but, c'est d'assurer la paix mondiale en regroupant les pays pour qu'ils se mettent d'accord. Sur le principe, c'est vraiment louable et c'est novateur. Se mettre ensemble entre pays pour se mettre d'accord sur certaines choses, régler les conflits, c'est plutôt intéressant. Sauf que la SDN, elle n'a pas de réel pouvoir. C'est-à-dire que la SDN, elle peut critiquer, elle peut donner des conseils, elle peut dire ah bah non, ce que fait ce pays ou ce que fait ce dirigeant, ce n'est pas bien, mais ça s'arrête là. Elle n'a pas de force armée et donc elle ne peut pas intervenir dans les conflits. Donc elle n'aura pas de réel rôle dans ce qui va se passer dans les années 30. De plus, il va se passer un événement majeur dans les années 30, c'est ce qu'on appelle la crise économique, le krach boursier de 1929 et plus particulièrement le jeudi noir. Alors il va se passer où? Eh bien, aux USA, aux États-Unis. Et aux États-Unis, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Les prix vont énormément diminuer. Les investisseurs, c'est-à-dire ceux qui ont des actions en bourse, vont reprendre leurs actions, vont reprendre l'argent aux entreprises. Puisque les entreprises n'ont plus d'argent, elles vont faire faillite. Les investisseurs vont tous faire ça en même temps. Pourquoi? Parce que si vous êtes le premier à retirer votre argent, vous récupérez tout. Si vous êtes le dernier, vous perdez tout. Il y a des investisseurs qui ont perdu des millions de dollars ce jour-là. Et on pourrait dire oui, ça s'est passé aux États-Unis, mais en fait ça ne va pas toucher le reste du monde. Eh bien si, ça va faire une crise économique mondiale. Pourquoi? Parce que déjà à cette époque, les économies sont interconnectées, encore plus aujourd'hui, mais déjà à cette époque. Deuxièmement, parce qu'il y a des investisseurs américains qui ont de l'argent un petit peu partout dans le monde. Puisqu'ils perdent leur argent et ils ont peur que ce soit la même chose ailleurs, ils vont retirer leurs investissements. Et ça va faire un effet domino et ça va se propager au pays. Alors, là, aux États-Unis, ça va se passer en 1929, mais dans d'autres pays, dans les années 30, 31, 32, 33, en tout cas, ça va se propager partout dans le monde, sauf en URSS, puisqu'ils ont un système qui n'est pas basé sur le capitalisme. C'est dans ce contexte, en France, qu'on va parler du Front populaire tout de suite. Comme tous les autres pays, la France est très touchée au début des années 30 par la crise économique telle qu'on vient de l'évoquer. En France, il y a du chômage, la dévaluation de la monnaie. En tout cas, la vie quotidienne est très compliquée pour tous les Français. De plus, il y a une véritable crise politique majeure. Le 6 février 1934, les ligues d'extrême droite manifestent et en fait il y a des émeutes qui se déroulent juste à côté du Palais Bourbon. Alors le Palais Bourbon, aujourd'hui encore, c'est l'Assemblée nationale, le lieu où siègent les députés. Et à cette époque, cet événement il est vu comme une tentative de coup d'État pour renverser la République et la démocratie. Alors aujourd'hui, nous les historiens pensent que ce n'était pas du tout prévu, que ce n'était pas un coup d'État, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à cette époque, ça a été vu comme cela. Et du coup, tous les partis de gauche qui sont opposés à l'extrême droite, en fait, vont se rendre compte qu'il y a un péril par rapport à la démocratie et par rapport à l'extrême droite, et vont donc avoir une base pour s'unifier ensuite. Mais c'est pas parce que vous avez un péril
que vous allez réussir à vous mettre d'accord. Comment ces partis vont réussir à se mettre d'accord et qu'est-ce qu'ils vont faire? Lors des élections législatives de 1936, 3 partis politiques s'unissent pour remporter les élections et lutter contre la droite. Il s'agit du PCF, Parti communiste français, la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, qui correspond grossièrement au Parti socialiste d'aujourd'hui, et le Parti radical, qui lui est le parti qui fait basculer les élections dans un sens ou dans un autre, car vous pouvez le voir, il donne une majorité absolue. Ces partis ont des désaccords, mais pourtant ils s'unissent pour protéger la démocratie, d'où l'idée d'un front uni pour la population. Ils s'unissent sous la direction de Léon Blum et remportent les élections en mai 1936. Le programme du Front populaire est simple: défendre et développer les libertés, conserver la paix, garantir la liberté syndicale et surtout améliorer la vie quotidienne des individus. Des grèves spontanées ont lieu dans le pays, car les ouvriers sont impatients que la situation s'améliore. Le Front populaire réunit les patrons et les syndicats, et les accords de Matignon sont signés le 7 juin 1936. 2 mesures sociales sont associées au Front populaire et doivent être retenues: la semaine de travail de 40 heures et les 2 semaines de congés payés par an. Le Front populaire va donc renforcer la démocratie en France en mettant en place des lois sociales pour améliorer les conditions de vie et de travail des ouvriers. Mais à l'intérieur de ce Front populaire, des divergences apparaissent et qui entraînent même la démission de Léon Blum en 1937. 1937, c'est uniquement un an après l'arrivée au pouvoir du Front populaire. Comme vous le voyez, le fonctionnement était très compliqué, il n'empêche que des vraies avancées ont eu lieu. Étudions donc désormais le régime soviétique et plus particulièrement le régime stalinien. On se rappelle du chapitre précédent où Lénine a pris le pouvoir en 1917, plus particulièrement en octobre lors de la révolution en Russie. Il va rester au pouvoir jusqu'en 1924. D'ailleurs, quand on dit Russie ou URSS, en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'en 1922, avant c'est Russie, après c'est URSS. Le changement a eu lieu à ce moment-là. D'ailleurs, vous trouverez à côté ce que signifie URSS. C'est Staline qui va être nommé en 1924 à la suite de Lénine. Il va être nommé premier secrétaire du Parti communiste. Et progressivement, il va s'emparer de tous les pouvoirs en faisant supprimer ses opposants. Ses opposants, ce ne sont pas uniquement ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. C'est ceux qui sont d'accord avec lui dans le parti, mais qui ont un petit peu trop de pouvoir. Et il va les supprimer. Alors, vous voyez pas vraiment ce que je veux dire par supprimer? Ben, regardez cette photographie. C'est Staline qui se promène au bord d'un canal avec Molotov jusque-là. Pas de souci, rien de bien inquiétant. Mais regardez bien cette photographie. Il n'y a rien qui vous choque dessus? Non, vraiment rien? Je vous montre maintenant l'original. Et oui, parce qu'en fait, il y a Yogev, qui est un dignitaire du NKVD, qui est la police d'État, qui a été tout simplement supprimé de la photo, parce qu'il a été supprimé en réalité aussi. Et donc, dans tous les documents officiels de l'État, on l'a supprimé. Alors c'est en quelque sorte un Photoshop de l'histoire. C'est plutôt bien réalisé. Mais ça montre bien que Staline, il supprime ses opposants, et il supprime aussi dans l'histoire ou dans la mémoire collective ces personnes, pour montrer que c'est le seul et unique qui dirige. Maintenant qu'il s'est accaparé tous les pouvoirs, qu'est-ce qu'il va mettre en place comme système politique? L'idéologie du régime stalinien est le communisme, c'est-à-dire l'égalité entre tous, le fait de nationaliser et de collectiviser les entreprises et la modernisation de l'agriculture. Le but de cette idéologie est de supprimer la propriété privée. Les kolkhozes et les sovkhozes vont être mis en place. De plus, Staline souhaite aussi créer une nouvelle jeunesse, un homme et une femme nouveaux qui le soutiennent totalement. Mais comment va-t-il obtenir le soutien de la population? Pour obtenir ce soutien, Staline va énormément utiliser la propagande pour se présenter successivement comme un maître, un guide, un chef militaire et même comme un bienfaiteur, un père pour la jeunesse et comme le petit père des peuples. Il va également embrigader la jeunesse, c'est-à-dire leur apprendre la supériorité du chef et du régime russe. Cet embrigadement a 2 avantages pour lui. Les valeurs et les principes des enfants sont modulables et surtout, il s'assure leur soutien
afin de pérenniser le régime et éviter les révoltes. D'accord, pour les enfants, il va réussir à les embrigader. Mais les adultes, ce n'est pas la même chose. Certains ne sont pas d'accord avec ce qu'il veut faire. Staline va éliminer les opposants à son régime en les faisant exécuter par une police d'État, appelée le NKVD, ou en les déportant dans des goulags, des camps de travail forcé. Il va appliquer le principe de la terreur partout en URSS, jusque dans son propre parti, en éliminant certains dirigeants politiques et militaires lors de grands procès organisés entre 1937 et 1938. Ces procès sont appelés les grands procès de Moscou. Le bilan humain de cette répression en 1938 est éloquent. 680 000 personnes sont exécutées et 1 900 000 sont détenues dans des goulags. Staline installe donc un régime totalitaire en URSS et nous allons désormais voir qu'un régime similaire est créé en Allemagne dans les années 30. Alors au début des années 30, la situation sociale et économique en Allemagne, elle est comme en France. Des difficultés pour se nourrir, un chômage de masse, l'augmentation des prix, mais en plus, il y a aussi le sentiment de trahison par rapport au traité de Versailles, je vous rappelle ce qu'on avait vu dans le chapitre précédent. De plus, se développe dans la société un fort sentiment antisémite, anti-juif. En fait, une certaine partie des Allemands estiment que c'est la faute des Juifs de la situation économique de l'Allemagne, et aussi anticommuniste. C'est dans ce contexte ultra compliqué que vont se dérouler les élections législatives de 1932. Alors les élections législatives, ça consiste à voter pour les députés. Qui en l'emporte? Eh bien, c'est le parti nazi d'Hitler qui l'emporte. Alors attention, quand on dit que le parti l'emporte, c'est ce parti qui a obtenu le plus de voix. Mais attention, il n'a pas obtenu la majorité, et en plus aux élections précédentes, il avait obtenu beaucoup plus de voix. Donc c'est pas une victoire incroyable du parti d'Hitler. Mais en fait, Hitler va ensuite être choisi pour être chancelier, il va être nommé chancelier par le président de la République allemande, et du coup, il va obtenir ce poste le 30 janvier 1933. Alors, c'était pas une obligation qu'il soit nommé chancelier. Il est nommé chancelier parce qu'il y a des pressions et aussi parce que certaines personnes dans l'administration pensent qu'on va pouvoir le contrôler, que c'est plus un clown qui gigote plutôt que quelqu'un qui va faire quelque chose de concret. Donc Hitler, il est bien arrivé au pouvoir légalement en 1933, même si en 1923, il avait tenté un coup d'État, mais ça n'avait pas fonctionné. Là, il arrive totalement légalement au pouvoir. Attention, on ne peut pas dire qu'Hitler a été élu par le peuple allemand, c'est faux. Il a été nommé chancelier, c'est son parti qui a gagné les élections, mais ça n'impliquait pas forcément qu'il devienne chancelier. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va voir le totalitarisme allemand. Et là, je suis en train de vous parler d'Hitler qui est élu dans une république et une démocratie. Qu'est-ce qui va se passer entre le moment de son élection dans une république et une démocratie et la mise en place d'un totalitarisme? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Dès son arrivée au pouvoir, Hitler dissout le Reichstag, Assemblée nationale allemande, et promet de lutter contre le danger communiste. Le 27 février 1933, le Reichstag est brûlé par un communiste, peut-être aidé par des nazis. Cela donne une bonne occasion à Hitler de supprimer toutes les libertés fondamentales. Il va également faire exécuter ses opposants politiques ou les déporter dans des camps de concentration par sa police politique, les SS. Notons que, en 1933, le premier camp de concentration Dachau ouvre ses portes. Puis progressivement, Hitler va exclure les Juifs de la société et montrer la supériorité des Allemands grâce aux lois de Nuremberg éditées dès 1935. Le régime nazi a pour symbole la croix gammée. Il est raciste, nationaliste et antisémite. Il se résume en 3 mots. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Un peuple, un empire, un chef, un guide. Pour conclure cette vidéo, résumons rapidement la situation des 3 études de cas que nous avons réalisées. En France, des difficultés économiques, sociales et politiques, ce qui fait que le Front populaire va arriver au pouvoir et va mettre en place des lois sociales qui vont renforcer la démocratie. En URSS, Staline prend le pouvoir, mais un régime totalitaire communiste avec le projet d'une société égalitaire, mais il va appliquer ça dans un contexte de terreur, de propagande et de répression. En Allemagne, Hitler arrive totalement légalement au pouvoir, puis il va instaurer progressivement une dictature et un régime totalitaire qui est antisémite et nationaliste. Vous trouverez d'ailleurs dans la description sous la vidéo un tableau qui récapitule les points communs et les différences entre ces deux régimes totalitaires, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de points communs
Il y a très peu de différence. En fait, l'application du totalitarisme est totalement similaire, mais en fait, l'idéologie est différente. Ah, je vous laisse, je dois me rendre à Munich avec Monsieur Daladier pour rencontrer Hitler, Mussolini et Churchill, parce que il y a un problème avec la Tchécoslovaquie. Et j'espère vraiment que nous allons réussir à conserver la paix. A bientôt.